Europe. Europe 1. 8h16, Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour Christian Jacob. Bonjour. Réduire à 50% la part du nucléaire dans la production énergétique de la France en 2025 est un objectif qui n'est pas tenable. Que vous inspire le constat du ministre Nicolas Hulot ? Les saisons changent. Il y a eu le temps de la campagne électorale. Maintenant, il y a le temps des réalités. J'espère que le chapeau de M. Hulot a bon goût parce qu'il va peut-être le manger plusieurs fois. C'était pas la campagne, c'est la loi. Une loi votée en 2015. Vous avez participé au débat à l'époque à l'Assemblée nationale. M. Hulot prendre ses distances pendant le temps de la campagne électorale. Emmanuel Macron avait dit qu'il n'était pas sûr que cet engagement puisse être tenu pendant la campagne. Écoutez, la prochaine étape, ce sera Notre-Dame-des-Landes. Et alors, vous attendez quoi pour Notre-Dame-des-Landes ? J'attends que la loi s'applique. Et que les décisions soient prises, que cet aéroport se fasse et que cette zone de non-droit n'existe plus. Et tout simplement que la loi s'applique et que l'aéroport soit construit. Sans regarder les éventuelles alternatives Écoutez, les éventuelles alternatives, il y a eu combien ? 160 recours de perdus sur le sujet. Toutes les collectivités ont donné un avis favorable. Il y a eu un référendum. Consultation. Oui, on joue sur les mots. Une consultation, mais vous avez raison. C'est une consultation. Il n'y avait pas valeur contraignante. Tout à fait. Effectivement. Et sur le nucléaire, vous pensez qu'on doit avancer plus tranquillement ? En tout cas, vous ne partagez pas les objectifs qui ont été votés dans la loi de transition énergétique ? Moi, je pense que le nucléaire n'est pas une fin en soi. Simplement, aujourd'hui, c'est l'énergie la moins chère et la plus propre que nous ayons à disposition. Donc, s'il s'agit de fermer des centrales nucléaires pour remettre des centrales thermiques en route, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pour ça que ces objectifs, et je vous disais... Donc, vous donnez raison à Nicolas Hulot en disant cela. Je vous dis, il y a le temps de la campagne électorale, où M. Hulot a fait campagne, effectivement, sur les objectifs fixés par François Hollande. En tout cas, il n'a pas marqué son désaccord. Il les a soutenus. Et maintenant, il y a un principe de réalité qui s'impose. Donc, plus il y a de réalisme, meilleur c'est. Votre parti, Christian Jacob, Les Républicains, a publié hier son rapport sur la refondation de la droite et du centre, fondé sur un questionnaire adressé aux adhérents. Il y a eu 40 000 réponses, des contributions. Qu'est-ce que vous retenez de ce travail et de ces points de vue parfois contradictoires sur ce que doit être l'avenir de la droite et du centre ? C'est une bonne base pour refonder notre famille politique. Nous venons de perdre, d'avoir 2 défaites cinglantes. Nous avons perdu 2 présidentielles de suite, 2 législatives de suite, et nous sommes pour 4 ans et demi dans l'opposition. Donc il faut utiliser ce temps de manière utile et tirer les enseignements de nos échecs. Et ça, c'est la première contribution qui va permettre à partir de janvier, c'est-à-dire qu'on va avoir nos élections internes en décembre avec le président de notre famille politique qui sera élu, et ensuite reconstruire. Et donc on est effectivement sur des bases solides, mais c'est le début. Oui, mais alors vous retenez quoi alors ? Par exemple, quand les adhérents disent la droite doit être avant tout réformatrice, 49%, bon d'accord, libérale, 36%, gaulliste, 33%. Libéral ou gaulliste, il faut choisir, non ? Non, parce que vous savez, les 3 fondamentaux de la droite en France a toujours reposé sur un trépied, sur 3 familles de pensée. Les libéraux, les démocrates chrétiens, les gaullistes qu'on appelait les bonapartistes avant. Et il faut retrouver cet équilibre entre les 3, c'est-à-dire à la fois la liberté d'entreprise, mais l'attachement au droit de propriété, et puis la valeur travail, et également le régalien sur les missions de sécurité, sur l'enseignement. Donc on a tout ça à refonder. On ne perd pas une élection par hasard, c'est parce qu'on n'a pas été bon. Donc il faut accepter de se remettre au travail, et c'est ce que nous avons commencé à faire. En tout cas, près des 3/4 des militants de LR croient au clivage droite-gauche, vous aussi, j'imagine, Christian Jacob. Oui, bien sûr. Alors, puisque vous croyez au clivage droite-gauche, le budget 2018 qui prévoit la baisse des emplois aidés, la suppression de l'ISF, des baisses d'impôts pour les entreprises et les plus fortunés, il est de droite ? Non, ce n'est pas un budget de droite, absolument pas. Vous le trouvez de gauche ? Écoutez, c'est le budget de M. Macron. En tout cas, ça n'est pas le nôtre. Mais il est de gauche ou il est de droite ? Ça n'est pas le nôtre. Vous croyez clivage droite-gauche, donc je vous demande, s'il n'est pas de droite, il est de gauche ? Il est à la fois de gauche et ultralibéral. Il est déséquilibré. Il est totalement déséquilibré. Il est de gauche et ultralibéral. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer. Quand on est attaché, par exemple, à la valeur travail, et la valeur travail, elle repose sur deux fondamentaux, c'est-à-dire faire en sorte que plus on travaille, plus on gagne. Donc c'est pour ça que nous étions pour remettre la défiscalisation des heures supplémentaires, un certain nombre de mesures qui permettaient d'augmenter le salaire et de baisser le coût du travail. Là, la réalité, c'est qu'on va augmenter le coût du travail. Vous avez vu avec le CICE qui va passer de 7% à 6%.
qui va être transformé en baisse de charge, mais donc du coup, on augmente le coût du travail. C'est discutable. Il y aura des baisses de charge. C'est pas discutable du tout. On augmente le coût du travail par cette mesure. Ensuite, vous avez l'ISF. Moi, j'étais pour la suppression, et nous sommes pour la suppression totale de l'ISF pour donner un message clair. Or là, on est entre deux. C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement que les très grandes fortunes vont y gagner, mais en même temps, tous les gens qui étaient concernés de justesse, je dirais, par l'ISF et qui ont investi dans l'immobilier, on est sur une attaque en règle sur les propriétaires. Donc il est insuffisamment de droite, ce budget. On s'attaque également aux retraités. 8 millions de retraités qui voient leur pouvoir d'achat baisser. Les retraités du temps de M. Hollande, ils étaient riches à partir de 4 000 euros. C'était la définition qu'avait donnée François Hollande. Maintenant, on est riche à partir de 1 200 euros avec M. Macron. Parce que quand on a 1 200 euros de pension de retraite, eh bien, on va avoir à peu près 250 euros de prélèvement de CSG. Donc, des gens qui ont travaillé pendant 40 ans et plus, et qui ont cotisé pour leur pension de retraite, la voient aujourd'hui handicapée de 250 euros. De la même façon que sur les professions libérales, sur les agriculteurs, tous ces secteurs qui n'ont pas de compensation, parce que d'autres l'ont par la baisse des cotisations sur la CSG, ceux-là ne l'ont pas. Bon, le socialiste Olivier Faure expliquait hier, c'est en réalité quand on regarde ce budget, c'est Juppé et Fillon qui ont gagné la présidentielle. En tout cas, rien. Bah écoutez, oui, mais rien la de définition de la droite décidé... par Olivier Faure, vous accepterez que ce ne soit pas la mienne. Bon, en tout cas, vous le situez à la fois, vous avez dit ultra-libéral et de gauche, mais de gauche. Non, mais il est déséquilibré, c'est ça. Ce budget est déséquilibré, c'est-à-dire que tous les milieux populaires, les classes moyennes, ceux qui travaillent au quotidien, aujourd'hui, sont encore une fois les dindons de la farce. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il faut faire des économies importantes à l'Assemblée nationale, dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y a des dépenses injustifiables qui sont réalisées à l'Assemblée nationale? Justifiable, non, pas du tout. Moi, vous savez, là aussi, nous avons eu différentes majorités. La précédente majorité, nous avions comme président Claude Barthelone. Avant, nous avions Bernard Accoyer. Depuis au moins 10 ans, et même avant, objectivement aussi, des efforts ont été faits pour une meilleure gestion et continuent d'être faits. Mais là, on est parti dans un concours d'abord de tension, si j'ai bien compris, assez forte entre les questeurs et le président de l'Assemblée nationale, celui qui dégainera le plus vite, celui qui va laver plus blanc que blanc. Tout ça se fait en plus dans un climat qui n'a jamais été connu à l'Assemblée. Jusque-là, il y avait... non pas nécessairement, il y avait d'abord rarement d'unanimité, mais au moins il y avait des accords de consensus. Là, pour la première fois, l'opposition n'est consultée sur rien, donc vous avez intérêt à lire... Ça va discuter aujourd'hui au bureau de l'Assemblée, non ? Oui, enfin, sauf qu'il valait mieux lire Le Parisien ou le JDD pour avoir les informations. Oui, vous allez en discuter maintenant. Les propositions sont sur la table. Oui, enfin, j'ai cru comprendre qu'on décidait aujourd'hui. Donc, elles étaient sur la table et qu'on décidait aujourd'hui. Nous n'avons, depuis 40 ans, il n'y a plus de questeurs de l'opposition, ce qui n'avait quand même jamais existé. Bon, les questeurs, ça s'est arrangé. Là, non, c'est pas arrangé du tout. C'est pas arrangé du tout. Ce qui est arrangé, c'est que les vice-présidents vont revenir à l'Assemblée puisque le texte a été modifié. En revanche, le questeur, M. Solaire, est toujours en poste. Et comme il a vous avez deux vice-présidents, ce que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Non, j'avais refusé que nos vice-présidents siègent, tout simplement. Non, mais l'Assemblée, c'est un budget de plus de 500 millions, qui est géré par un collège de 3 questeurs. 2 de la majorité. Qui est bien géré aujourd'hui, Christian Jacob. Un de l'opposition. Je n'en sais rien. Ah, vous savez pas Non, je n'en sais rien. Vous ne savez pas s'il y a des dépenses injustifiables, comme le dit je vous ai dit qu'il y avait Florian Bachelier, le député de La République En Marche. De mon point de vue, il n'y a pas de dépenses injustifiables. Comment c'est géré? Je n'en sais rien parce que je n'ai pas d'informations, parce que les 3 questeurs sont des questeurs qui sont des amis de M. Macron, et pour la première fois, il n'y a pas de questeurs de l'opposition. Donc je n'ai pas ces informations. Est-ce qu'il est normal que les ex-présidents de l'Assemblée nationale... Est-ce qu'il est normal que les ex-présidents de l'Assemblée nationale conservent pendant 10 ans ces avantages qui sont ces voitures avec chauffeur, bureau, secrétariat? Est-ce que, par exemple, c'est une dépense... Non, je crois que ça avait d'ailleurs été déjà diminué par les prédécesseurs. Écoutez, moi, je n'ai pas d'objection à ce que ça se soit remis en cause. Honnêtement, ce n'est pas vraiment le sujet. Mais si on le fait, c'est bien. Voilà, je veux pas... Christian Jacob, vous êtes levé hier pour célébrer la liberté de penser et de caricaturer face aux
menaces qui pèsent sur Charlie Hebdo à l'Assemblée nationale après l'intervention de... levé, mais j'ai applaudi. J'ai applaudi. Richard Ferrand et du Premier ministre Édouard Philippe. Voilà, j'ai applaudi pour défendre la liberté d'expression. Je n'ai pas d'affinité ni d'amitié particulière avec Charlie Hebdo. Simplement, je crois à la liberté d'expression. Et je n'accepte pas qu'elle soit remise en cause et qu'elle soit attaquée. Et le droit à l'expression, le droit à la caricature, le droit à la liberté de la presse, ça fait partie de nos droits fondamentaux. Voilà pourquoi j'ai effectivement applaudi. Le climat de menaces qui pèse aujourd'hui, notamment sur Charlie Hebdo, ça vous inquiète ? C'est inquiétant ? Ça doit faire réagir tous les démocrates. C'est inquiétant, vous savez, c'est la raison pour laquelle nous souhaitions que l'état d'urgence soit maintenu. Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur notamment nous ont dit que jamais les menaces avaient été aussi importantes, et c'est la raison pour laquelle, menaces de terrorisme, c'est la raison pour laquelle nous souhaitions que l'état d'urgence soit maintenu et qu'on ne baisse pas la garde. Or, nous avons baissé la garde. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a été dans cette direction, c'est-à-dire avoir à la fois le ministre de l'Intérieur qui nous dit jamais les menaces ont été assez fortes. Il semble qu'il y ait de nouvelles révélations ce matin sur un attentat qui aurait été déjoué. Et en même temps, on baisse les moyens à disposition pour lutter contre le terrorisme. Merci Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, qui était notre invité ce matin sur Europe 1. Europe 1.